Bienvenue dans le débat sur France 24. Faut-il restituer les œuvres d'art africains à l'Afrique? C'est la question qu'on va se poser dans ce face-à-face, alors que le musée du Quai Branly expose à partir de ce mardi 26 œuvres d'art du Bénin, une dernière fois avant leur restitution à leur pays d'origine. Près de 130 ans après leur arrivée en France, après la mise à sac en 1892 du Palais des Rois d'Abomey, leur retour est une conséquence d'un engagement d'Emmanuel Macron et d'une loi votée en décembre 2020. Lors de son discours à Ouagadougou en 2017, le président français avait affirmé que d'ici 5 ans, les conditions devaient être réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Alors, tout le patrimoine africain doit-il retourner en Afrique? Et si oui, comment procéder? Est-ce un casse-tête ou pas? On va poser la question à nos invités. Marie-Cécile Zinzou est avec nous. Bonsoir, présidente de la Fondation Zinzou. Bienvenue dans le débat. Et également Yves-Bernard Déby. Bonsoir, avocat spécialisé en droit du marché de l'art et des biens culturels. Avant de démarrer ce débat, on va écouter Emmanuel Macron. C'est un travail de restitution et en même temps de vraie coopération scientifique et artistique qui a été fait avec vraiment le monde scientifique de part et d'autre, avec un investissement de l'Agence française de développement pour de la formation scientifique, pour qu'aussi ces œuvres soient accueillies dans les bonnes conditions. Voilà, c'était lors du sommet africain Afrique-France à Montpellier. Marie-Cécile Zinzou, ces œuvres, vous avez une fondation au Bénin, hein, vous exposez depuis longtemps des œuvres justement africaines au sein de votre fondation. Pour ces 26 œuvres du musée du Quai Branly, il s'agit bien d'une restitution. Ces œuvres donc deviennent la propriété du Bénin, pour être clair. Oui, absolument. C'est historique, c'est la première fois et la loi est passée le 24 décembre 2020. Donc une loi de transfert de propriété. C'est la première fois que ces objets vont retrouver le Bénin avec un statut d'œuvre béninoise, puisque ces œuvres étaient déjà venues en 2006 pour une exposition temporaire. Et donc le domaine public, c'est bien ce bien qui appartenait à la nation française, si je puis dire, peut être transféré de cette manière-là aussi facilement, justement, et devenir la propriété du Bénin? Non, c'est très complexe et normalement c'est absolument impossible puisque le patrimoine français est inaliénable. Inaliénable, Et donc, il y a une exactement, loi vous utilisez d'exception. le terme. Et cette loi d'exception, donc c'est celle de 2020. Absolument. Et est-ce que c'est compliqué tout de même? Il faut des négociations, j'imagine, importantes d'État à État. Oui, la question de la restitution est forcément une question qui se passe de l'État béninois et vers l'État français. C'est une demande officielle en 2016 que la France a au départ rejetée sur le principe de l'inaliénabilité. Et puis après, à partir du discours de Ouagadougou, puis le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, les choses ont changé et un projet de loi accéléré est passé à partir de juillet 2020 et a été voté le 24 décembre. Les rendre au Bénin, est-ce que c'est une façon de réparer les crimes du passé colonial? Je pense qu'il ne faut pas du tout voir cette restitution comme quelque chose lié à l'histoire coloniale, à la colonisation. Je pense qu'il faut voir ce Pourtant, qui est Emmanuel Macron fait intéressant. le lien tout de même, hein. Écoutez, moi je pense qu'il faut voir ce qui se passe dans l'avenir. Aujourd'hui, on a des jeunes Béninois qui construisent leur identité, leur culture au Bénin. Et leur patrimoine est à 5000 km. Je pense que quand on discute de cette restitution, ce qui est intéressant, c'est pas de rejouer l'histoire, c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un avenir. Et ces objets qui rentrent, ces 26 objets qui rentrent, ça ne départit pas énormément la France. Au contraire, ça crée un nouveau dialogue avec le Bénin et ça permet à toute une jeunesse d'accéder à son patrimoine. Yves-Bernard Déby, c'est vrai qu'il faut donc changer ce code du patrimoine pour faciliter le retour de ces œuvres africaines aux États africains. Il y a ce principe d'inaliénabilité donc qui n'est plus respecté. Il ne faut surtout pas changer le code, mais on n'en a pas besoin a priori, parce qu'il y a un code du patrimoine qui prévoit, c'est l'article 451.5, que ces biens sont inaliénables parce qu'ils sont en collection muséale, c'est-à-dire dans le domaine public, c'est-à-dire qu'ils vous appartiennent, qu'ils appartiennent à chaque Français. Et sur base de ce caractère inaliénable, vous ne pouvez pas, si vous avez une créance contre l'État, par exemple, les saisir. Et on n'a pas changé le code, on a fait une loi d'exception qui est une loi, si j'osais, présidentielle, qui est là simplement pour entériner le fait du prince, le fait que Emmanuel Macron, à Ouagadougou, s'est engagé personnellement. On est vraiment dans l'engagement personnel d'un président. Et d'ailleurs, on parlait du processus législatif. J'observe que le Sénat s'est refusé à vérifier, simplement à examiner la loi en seconde lecture. Elle n'a été adoptée que par l'Assemblée nationale. Donc, en fait, ce n'est pas légitime de restituer ce patrimoine africain aux pays d'Afrique? C'est pas un problème de légitimité, c'est un problème d'abord de légalité. Il y avait un principe qui permettait de s'assurer que ces biens étaient... C'est pas une protection, le caractère inaliénable n'est pas une protection contre l'Afrique. C'est une protection contre le fait du prince. Intellectuellement, je n'ai pas de souci à entendre que ce patrimoine pourrait être mieux dans l'état qu'il l'a vu naître qu'en France. Le problème, c'est que le caractère d'inaliénabilité protégeait les collections muséales.
du fait du prince, du fait du président. Un prochain président pourrait décider pour une autre raison de vendre une autre partie, puisque ça n'est plus dans le marbre. Le problème, il est là. Choque. Oui. Marie-Cécile Zinzou. Mais moi, je travaille depuis 2005 avec des jeunes gens qui viennent visiter mon musée, avec le public béninois. Oui, mais alors, je ils n'ai pas ne sont du tout la même perspective. Oui. Moi, j'ai une perspective du public. J'ai un public qui, quand ces œuvres sont venues en 2006, 275 000 personnes sont venues les voir. Oui, mais le Bénin n'était pas propriétaire des œuvres dans ce cas. Non, et la question qui s'est posée en mars 2007, c'est pourquoi cette histoire repart. On a pu la voir tellement vite, ça a duré 3 mois. Entre décembre 2006 et entre mars 2007, pourquoi est-ce que cette histoire repart et pourquoi nos enfants n'y auront pas accès de nouveau ? Parce que ces objets, ils ne sont pas seulement à 5000 km. Ils sont à un avion, à un visa et à énormément d'argent, en fait, du Bénin. Donc, à un moment, il faut juste... Moi, j'ai la perspective du public. Et la perspective du public, c'est que, contrairement à ce que tout le monde peut dire, en Afrique, on a la même maladie qu'ailleurs. On aime son histoire, on aime son patrimoine. Et vous vouliez que ce soit pérenne, en fait. Bien sûr, on a besoin de le voir. Et on ne peut pas se dire, bon, on a une chance extraordinaire. La France a daigné nous prêter ces objets 3 mois. Qu'est-ce que je dis aux enfants qui ont 5 ans aujourd'hui ? Je leur dis, bah non, désolé, c'était en 2006, là on est en 2021, vous avez raté votre patrimoine. Yves Bernard Déby, en tout cas depuis 2019, outre le Bénin, il y a 6 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali ou encore Madagascar qui ont soumis donc des demandes de restitution en France. Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises, 70 000 d'ailleurs sont au quai Branly. À partir du moment où ce principe d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité ne sont plus inscrits dans le marbre, ça veut dire que toutes ces demandes sont légitimes aujourd'hui. Ah ben, c'est bien le problème. C'est-à-dire qu'en 2007, vous avez le Bénin qui fait sa demande, on lui dit non poliment en lui disant les biens que vous évoquez sont en collection muséale, elles sont inaliénables. C'est une réponse polie qui n'empêchait pas la diplomatie d'ailleurs et le partage de biens culturels. On pouvait voir ça autrement. Du moment où le président français déclare qu'il veut que cela retourne, les demandes sont toutes légitimes. Pourquoi le Bénin serait plus légitime que d'autres pays africains ? Ça ne tient pas la route. Et c'est là la boîte de Pandore qui a été ouverte par Emmanuel Macron, et je ne suis pas certain qu'il s'en soit rendu compte en 2017. Toutes ces demandes aujourd'hui sont légitimes d'un point de vue intellectuel, en tout cas. Dans le droit, l'article 451 existe toujours, il faudra d'autres lois d'exception. Et vous me posiez la question tout à l'heure de la question de la repentance coloniale. Madame Zinsou elle-même a parlé du rapport Sawasar. C'est un rapport qui ne dispose que de la repentance coloniale, puisqu'elle voit toute la colonisation comme une période infractionnelle. Qu'on ne se trompe pas, on est tente de se dédouaner à bon marché, c'est-à-dire en matière d'art, d'un passé colonial qu'on a difficile à accepter. Marie-Cécile Zinzou, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cela. Non, je suis absolument pas d'accord. Et encore une fois, on ne peut pas dire que la boîte de Pandore a été ouverte. Vous venez de le dire, il y a 7 États africains qui ont fait des demandes, dont certains, comme la Côte d'Ivoire. Le président Macron a annoncé au mois d'octobre 2021 que la demande de la Côte d'Ivoire allait probablement être acceptée. Il s'agit d'un tambour qui est rendu. Donc, les pays sont dans le dialogue. Il faut évidemment ouvrir le dialogue et il faut accepter que les pays puissent demander des choses. La Belgique est en train de faire tout un nouveau travail, non pas sur la restitution, mais il regarde vers le Congo qui propose la reconstitution. Le Congo reconstitue ses collections et s'il leur manque des objets, puisqu'ils en ont beaucoup, ils en ont 40 000 dans leur réserve nationale, donc s'il leur manque des objets, ils voient avec la Belgique et la Belgique leur renvoie ces objets-là. Donc il n'y a pas que la France. Mais non, c'est un mouvement européen qui est en train de se créer, c'est un mouvement, voilà, on n'est pas obligé de juger l'histoire, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on fait de l'avenir. Et c'est maintenant que ça se joue, et les pays africains, c'est pas la boîte de Pandore. Les pays africains, ils ont des problématiques pour montrer leur histoire. S'il leur manque tout, eh ben, ils vont tout demander. Et s'il leur manque une pièce ou deux, ils vont leur demander. Enfin, c'est une question de dialogue avec chacun. C'est pas maintenant le quai Branly va être vidé, on va venir avec les camions de déménagement et on va tout prendre. Vous aviez peur, vous, que les musées français soient vidés de leur contenu, en l'occurrence le quai Branly ? On a invité en fait les pays africains à venir faire leur marché dans les collections muséales françaises. C'est faux. Faire leur marché, ça veut dire que les musées se vident. C'est ce que vous nous dites. Vous dites ça va dépendre des demandes. Il y en a un qui demande un seul tambour, d'autres demanderont plus. Ils n'ont rien, ils demanderont tout. C'est ce que vous venez de dire. On a dit qu'on crée un dialogue. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas depuis l'Europe en bas vers l'Afrique. On regarde maintenant, on se regarde les yeux dans les yeux et on discute ensemble. Vous dites, mais je n'ai pas vu les discussions. J'ai vu une déclaration d'un président suivie d'une loi qui est une loi présidentielle. Je n'ai rien vu d'autre. Vous parliez de la Belgique tout à l'heure. Qu'est-ce que vous craignez, vous, en fait ? Mais très simplement, il y a 2 niveaux de réflexion. Il y a le niveau africain, mais il y a un niveau qui est au-dessus. La question, c'est le caractère inaliénable des collections publiques françaises. C'est inscrit dans le marbre depuis 1566. C'est un principe qui est dans l'ADN française. Le prince,
le roi avant. Le président ne peut pas disposer. Il ne peut pas dire « je veux que d'ici 5 ans ». Alors il l'a fait. Il en l'a tout fait. cas, ça a été voté. Ça a été voté. Donc c'est au pas jour le président tout d'aujourd'hui, seul. pardon, mais c'est sa décision entérinée par l'Assemblée nationale dont le Sénat a refusé d'examiner la loi. C'est bien une décision présidentielle. À partir d'aujourd'hui, toutes les demandes sont ouvertes puisqu'il n'y a plus un principe dans le marbre. Et je dirais même qu'un président futur qui se dirait, puisque ça n'est plus dans le marbre, pourquoi ne pas vendre des collections muséales? Pourquoi pas pour payer le trou de la Sécu? Ce serait possible puisque le principe n'est plus dans le marbre. C'est ça que vous appelez la boîte de Pandore. Marie-Cécile Zinzou, est-ce que ça remet en question tout de même le principe de l'universalité des œuvres? En fait, l'universalité, À partir du moment où on parle d'origine, de propriété. Le principe de l'universalité, c'est formidable. C'est un principe exceptionnel et c'est un principe qui est réservé au nord du monde. L'universalité, elle est à Paris, elle est à Londres, elle est à New York, il n'y a pas de problème. L'universalité, elle est ni à Lomé, ni à Cotonou, ni à Lagos. Et pourquoi? C'est un peu ça le problème. C'est-à-dire que pour l'instant, parce qu'on a des pays qui ont été largement pillés de leur patrimoine, et voilà, après on ne va pas s'étendre sur les conséquences de la colonisation, mais on est dans des pays qui sont en reconstruction. Et donc du coup aujourd'hui, l'universalité est fantastique, et c'est formidable qu'il reste quelques objets du Dahomey, pour parler du Dahomey dans le musée du Quai Branly. C'est bien aussi qu'il y ait quelques objets du Dahomey au Bénin d'aujourd'hui. On ne peut pas être des pays vides avec des pays qui nous disent on aimerait beaucoup faire quelque chose pour vous, mais nous sommes dans l'universalité, donc malheureusement nous ne pouvons rien vous donner. C'est pas possible. On ne peut pas avoir une différence pareille entre le nord du monde et le sud du monde. C'est pas Vous possible. voyez, on y revient. On a très peu de temps, 15 minutes si j'ai bien compris, mais la sémantique est importante. Des pays largement pillés, on ne va pas refaire la colonisation, on parle de pillage. Vous avez parlé de mise à sac tout à l'heure d'Abomey, ce qui était faux, puisque le palais a été mis, le feu a été bouté par le roi lui-même parce qu'il partait. Donc il n'y a pas eu de mise à sac du palais. Mais parce pas qu'il du tout. partait ou parce qu'une armée étrangère était aux portes de son palais et était en train de le menacer? Alors, si on a 2 minutes, l'armée est appelée... Vraiment 2 minutes. L'armée française est appelée par Porto Novo, au Bénin. C'est une armée franco-béninoise. Qui est un protectorat français. Qui est un protectorat français. Oui, voilà, donc c'est parlons de le protectorat français qui parlons de appelle la France. la ville de Kétou qui était rasée. C'est pas tout à fait le reste du Bénin. Les rois du Dahomey sont des rois fonds qui avaient mis en esclavage les Yoruba. Je ne suis pas certain que les Yoruba béninois soient ravis qu'on ramène ces régalias. J'en suis pas certain. Il faudrait vraiment le vérifier. Là, vous rejouez l'histoire. Ce qu'on se dit justement, c'est qu'aujourd'hui, il faut ce patrimoine pour qu'on puisse en discuter et qu'on puisse comprendre notre histoire et qu'on puisse discuter d'avenir. On n'est pas en train de rejouer ni la colonisation, ni les conquêtes des Yoruba, ni ce que les Yoruba ont pu faire aux différents royaumes qui aujourd'hui constituent... Mais il parle de l'impact sur la population. Je veux dire, il y a 2 ethnies différentes et on va privilégier les maîtres d'avant, c'est-à-dire les fonds, Dahomey, contre les Yoruba. Visitez la ville de Kétou, comme j'ai pu le faire. Voyez la place de la Renaissance qui encense l'action française. Le fait qu'en 1894, le roi du Dahomey, Béhanzin, a été défait. N'oubliez pas que dans cette armée étrangère, il y avait le frère de Béhanzin qui était en relais et qui a continué sa carrière militaire en France. L'histoire n'est pas ce que l'on dit. L'histoire n'est pas ce qu'on lui dit. Justement, l'histoire, il va falloir qu'on y ait enfin accès. Il y a une recherche de la vérité, tout de même. Je n'ai pas l'impression. Ah si, évidemment qu'il y a une recherche de la vérité, et puis il y a une recherche aussi de l'apaisement et de la construction. Et c'est évidemment ça qui est intéressant dans ce processus. Et d'ailleurs, quand on parle de fait du prince et tout ça, je ne suis pas là pour défendre le président français. Ce que je remarque juste, c'est que ce n'est pas un mouvement français, ce n'est pas une exception française. C'est un mouvement européen. Aujourd'hui, on est dans le questionnement en Allemagne, et américain, parce que j'ai vu que les États-Unis allaient rendre à l'Irak 17 000 pièces. C'est suite d'un mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial. Qui existe. 17 000 pièces archéologiques irakiennes qui vont être restituées par les États-Unis. Mais c'est un mouvement de repentance générale dans lequel la France s'inscrit, la Belgique également. La Belgique d'ailleurs se réfère au mouvement français. On a eu en Belgique le droit à ce qu'un secrétaire d'État nous explique que quand un bien n'est pas... Quand il a une petite fille de 4 ans, quand sa petite fille lui ramène un objet qui n'est pas à elle de l'école, il faut le rendre. Donc on est bien dans cette logique que ces biens n'appartiennent pas à la France, à la Belgique, à l'Europe, et ont été pillés. C'est ça la base de réflexion, et cette base est fausse. Bon, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Marie-Cécile Zinzou, un mot tout de même sur le musée en Afrique. Samuel Sidibé, que j'avais interviewé à un moment donné, qui est l'ancien directeur du musée de Bamako, il parlait justement de cette question de restitution et il dit qu'il faudrait ouvrir un débat plus large sur la professionnalisation des musées en Afrique. Il n'y a pas vraiment de stratégie de formation. Est-ce que le musée est vraiment bien adapté dans ces différents pays? Est-ce qu'effectivement le patrimoine est bien préservé?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que ce patrimoine ait été trouvé par les différentes troupes coloniales et été emmené. Donc, ça veut dire que quelque part, on savait conserver notre patrimoine et on avait cette tradition-là. Les gens ont tendance à l'oublier, mais tous les objets qui ont été pillés en 1892 n'ont pas été réalisés en 1891. Mais ils n'étaient peut-être pas dans des musées. C'était un trésor d'un roi. Il y en avait qui étaient, en l'occurrence, à Beaumet, dans des palais royaux. Il y en a d'autres qui étaient des objets de culte. En fait, les choses sont extrêmement différentes. On parle de très, très nombreux pays, de très, très nombreuses cultures. Et encore, là, on est dans 54 pays, mais en vrai, on parle de beaucoup plus de royaumes et ça. Donc, il y a vraiment quand même ces choses qu'il faut prendre en considération. Le musée aujourd'hui, il y a énormément de musées fantastiques sur le continent africain. Les gens n'en parlent pas toujours en disant qu'en moyenne, les conditions de conservation ne sont pas terribles. Mais d'abord, il y a de plus en plus d'efforts. Felou Sarr avait raison sur une chose. C'est le bon mode de présentation des œuvres pour Mais vous. tout est relatif. Au musée d'Abomey, par exemple, au Palais Royal d'Abomey, classé au patrimoine mondial, vous avez les collections nationales. Les familles, quand elles ont besoin de certains objets parce qu'ils sont nécessaires dans les cérémonies importantes royales, vont chercher ces objets, les utilisent et les rapportent. C'est une tradition très différente et voilà, c'est quelque chose qu'on fait et les objets font partie de cette vie traditionnelle qui existe. Ce ne sera pas le cas dans tous les pays. Je ne suis pas sûre qu'au musée des civilisations noires, il y ait des familles royales sénégalaises qui viennent emprunter des objets. Ça dépend de chaque pays et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun adapte le modèle du musée à sa culture. Yves Bernard Déby, un mot justement. Le musée est une création occidentale et pas africaine, ce qui explique qu'il y a ce décalage. Évidemment. Mais la monstration des collections est quelque chose qui existait. Au Dahomey, au XVIIIe siècle, vous avez le défilé des richesses. Le défilé des richesses annuellement pendant les Roitanou, pendant les grandes coutumes. C'est la monstration des pièces les plus importantes du palais à la population. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est la démonstration d'un trésor royal que l'on déambule dans la ville. On a connu ça. Le musée est une création occidentale et c'est pour cela sans doute qu'il y a que l'Afrique n'est pas tout à fait adaptée, mais elle rattrapera. La question n'est vraiment pas là. L'Afrique peut se doter de grands musées. Madame Zinsou y a contribué, ça n'est pas la question. La question n'est vraiment pas là. Merci beaucoup en tout cas. Marie-Cécile Zinsou, merci à vous Yves Bernard Déby. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.